Eh bien, bonjour. Deuxième format biblio en français, aujourd'hui troisième du nom en tout. Et je reçois Peggy. Donc Peggy, tu vas intervenir en alternance avec Arnaud sur ce format biblio. Et donc c'est toi qui choisis le livre pour ce coup-ci dont on va parler. Et donc tu as choisi de parler du bouquin Galileo's Middle Finger, qui a été écrit par Alice Drager, publié en 2015. Je te laisse peut-être compléter le... Ok, bah en fait le sujet très général, le sujet du livre, en fait, c'est toutes les cabales progressistes contre des scientifiques considérés comme nocifs par certains militants de gauche. Donc l'histoire, en fait, comment dire, le titre du livre, donc Galileo Middle Finger, le majeur de Galilée, en fait, c'est une référence. C'est une référence en fait à la relique de Galilée qui est aujourd'hui à Florence dans le musée d'histoire des sciences. Donc voilà, Galilée, l'hérétique qui a été condamné à prison, comment dire, pas à prison mais à résidence, assignation à résidence par le pape Urbain VIII. Voilà, donc c'est une des figures de la résistance de la science contre la religion, l'hérétique suprême, etc. Et en fait, la blague, c'est que, enfin, c'est pas une blague, mais c'est comment dire, après avoir été enterré dans une fosse commune, etc. On a retrouvé donc ses os, et dont ce fameux majeur qui est aujourd'hui donc sous un très beau globe avec de l'or, etc., du marbre. Au musée d'histoire des sciences de Florence. Et donc la blague, voilà, c'est que éternellement il restera ce majeur dressé de Galilée contre tous les ceux qui veulent empêcher la science de fonctionner. Et donc au début du livre, Alice Drager dit que, c'est un truc assez classique. En fait, on a tendance à croire que les attaques contre la science, en gros, ne viennent que de la droite, ce qui est vrai, ce qui est effectivement vrai, qu'il y a beaucoup de réactionnaires et de conservateurs qui attaquent la science, que ce soit les climato-sceptiques, les pro-vie, les créationnistes, même certains mettent dans le camp conservateur tout ce qu'on appelle les marchands de doute, qui ont les lobbyistes du tabac, des énergies fossiles, etc. Et donc elle met en garde en disant mais non, il y a pas que le camp conservateur qui attaque la science. En fait, c'est le truc assez connu que du moment que la science attaque vos idéologies, vous êtes anti-science, quoi. Donc tout le monde attaque la science du moment que la science contredit tes croyances, ton idéologie, etc. Et donc elle, en fait, elle documente des cabales qui sont relativement méconnues, en fait, qui ont donc voilà, que c'est pas les cabales en gros, voilà, des censeurs traditionnels qui sont les églises, l'État, les conservateurs, etc. Mais en fait, ce sont des gens qui ont été cloués au pilori par des gens censément progressistes, en fait. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle les social justice warriors. Des gens qui prétendument œuvrent pour les minorités, les opprimés, dont ils s'autoproclament les représentants et protecteurs. Et donc voilà, ça c'est pour le sujet général du livre. Donc Alice Drager, en fait, son histoire est intéressante parce que le livre, en fait, c'est comment dire. J'aime beaucoup ce genre de livre. En fait, c'est comment dire, c'est une enquête. Elle s'inclut dedans parce que comment dire, elle aurait pas fait cette enquête sans son histoire personnelle. Et j'aime bien ce genre de livres qui sont plutôt plus courants dans le monde anglo-saxon que dans le monde francophone. Mais bref, donc j'aime bien ce style
J'aime bien ce style de livre. Donc, elle est historienne des sciences. Elle a longtemps été spécialiste de bioéthique. Aujourd'hui, à ma connaissance, elle est plus affiliée à aucune université, mais pendant longtemps, elle a été à Northwestern et à l'université de Chicago. Donc, comme tu le disais, son livre est sorti en 2015. Voilà, elle a eu beaucoup d'articles très très louangeurs dans le New York Times, le New York Magazine, dans Salon. Nature, il y a Steven Pinker qui a dit que c'était formidable, donc c'est forcément bien. Voilà. Donc voilà, donc son histoire, en fait, c'est pendant très longtemps, enfin, elle est encore toujours, hein, mais en fait, pendant très longtemps, elle a été militante pour les droits des personnes intersexes. Elle a longtemps, elle s'est opposée, par exemple. Je crois que c'est notamment grâce à son action qu'aujourd'hui on n'opère plus les enfants, du moins aux États-Unis, systématiquement en fait quand ils ont des ambiguïtés génitales. Il y a encore pas longtemps, en 2018, elle défendait, je sais pas si tu avais suivi, une championne sud-africaine, Caster Semenya, qui avait trop de testostérone par rapport aux femmes standards en fait. Et donc l'association internationale des fédérations d'athlétisme avait voulu changer en fait les règles d'admissibilité donc en fait aux compétitions pour que ça soit qui a le droit de concourir chez les hommes et qui a le droit chez les femmes. Et notamment pour elle et pour d'autres championnes, ils avaient mis ils avaient augmenté les tests. C'était plus seulement des tests anatomiques, genre on regarde si c'est des hommes ou si c'est des femmes, mais ils voulaient mettre des tests hormonaux. Donc en fait que les femmes qui sécrètent trop de testostérone en seraient exclues. Donc Alice Dreger s'est opposée à ça. Et donc voilà, jusqu'au début des années 2000, en fait, elle était très engagée pour les personnes intersexes. Elle s'était associée à Beau Laurent, qui s'appelle aussi Cheryl Chase selon les époques. Donc c'était de la société Intersex Society of North America, donc la société intersexe d'Amérique du Nord. Et en fait, en 2003, la catastrophe, catastrophe, là, c'est un peu le mouvement le moment charnière de la carrière de Dreger, en fait. Il y a un livre qui sort, qui s'appelle The Man Who Will Be Queen de John Michael Bailey, qui est un psychologue. Et donc c'est sur les transsexuels, c'est un livre sur les transsexuels, et dans ce livre, Bailey reprend une comment on appelle ça, une typologie, pardon. Une typologie qui a été à l'origine conçue par Ray Blanchard, qui dit, en fait, qui observe que certains trans, male to female, et qui sont nés hommes et qui deviennent femmes, c'est pas pour des raisons identitaires, en fait, c'est pas le truc assez classique qu'on entend souvent, genre je me sentais femme dans un corps d'homme ou inversement. Et Bailey reprend la typologie de Blanchard, et Blanchard avait observé que pour une certaine proportion de transsexuels, donc male to female, il y avait une dimension justement sexuelle. Donc, Blanchard d'attirance sexuelle. Voilà. Donc, je vais préciser. Donc Blanchard distinguait bien les transgenres et les transsexuels, qu'il appelait aussi autogynéphiles. Ouais. Ce sont en fait des gens qui fantasmaient ce sont des gens qui fantasment à l'idée de devenir une femme, et c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose de sexuel. Enfin, c'est vraiment une orientation sexuelle en fait. Et donc là, il y a beaucoup de ses camarades à Dreger, dont la fameuse Beau Laurent, Cheryl Chase, qui dit non, c'est dégueulasse, blablabla, c'est genre toutes les choses qu'on peut souvent entendre aujourd'hui contre les autogynéphiles. Contre ceux qui parlent des autogynéphiles.
de l'autogynéphilie. Oui, tout à fait, oui. Et même contre les autogynéphiles, parce qu'il y a beaucoup de trans. D'ailleurs, c'est plutôt dans l'autre catégorie. Il y a beaucoup de trans female to male qui sont vraiment autogynéphilophobes et qui considèrent que c'est des en gros des violeurs en puissance qui sont bref. Donc il y a beaucoup de tensions au sein même de la communauté de la communauté trans en fait. Ouais. Et ce beau Laurent de Cheryl Chase va en fait participer à une cabale contre John Bailey et c'est allé super loin, genre ils l'ont accusé de pédophilie, ils ont fait un site internet avec les photos de ses gosses où il y avait écrit genre cet homme viole ses enfants, etc. En 2004, Bailey a été poussé. Il était à Northwestern comme dragueur, et c'est aussi ça qui a poussé Draeger à changer de crèmerie. Okay. Donc en 2004, Bailey a démissionné, et c'est là en fait que en 2003 et 2004, Draeger se rend compte que les gens qu'elle considérait comme ses alliés en fait peuvent être aussi nocifs que les gens plutôt à droite contre lesquels elle avait l'habitude de se battre dans son engagement pour les personnes intersexes. Et donc c'est là en fait que commence son enquête. Son enquête documente plusieurs cas de rumeurs de rumeurs et de cabales contre des scientifiques. Et Draeger voit qu'il y a eu un peu une formule un peu unique dans toutes ces cabales. C'est inventer un truc énorme. Et en fait, comme c'est, mais ça pour le coup, c'est des chercheurs en sciences cognitives confirme ça aussi. C'est tellement énorme que en gros t'es forcé d'y croire, quoi, parce que les gens se disent si c'est énorme, c'est forcément il y a pas de fumée sans feu. Si on accuse ce mec d'être pédophile ou nazi ou je sais pas quoi, c'est qu'il y a un truc, quoi. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter en fait, si tu le permets, sur ce qui est arrivé en fait à Napoléon Chagnon. Ouais. Donc ça fait partie des cabales contre les scientifiques qu'elle documente très précisément. Enfin, j'insiste, c'est vraiment un super livre. C'est hyper documenté, c'est hyper vivant. T'es scotché à ta chaise. Enfin, t'es super. Enfin, moi en tout cas, j'étais super énervée. C'est pas possible. Enfin, bref, c'est vraiment un merveilleux livre. Enfin, il mérite toutes les louanges qu'il a reçues. Donc Napoléon Chagnon, en fait, donc c'est un des plus grands anthropologues encore vivants, je pense, pour malheureusement peu de temps, parce que je pense qu'il est assez mal. Donc voilà, Napoléon Chagnon, donc c'est un des premiers représentants de l'anthropologie biologique. En fait, comment dire. En fait, il y a eu un retour. En fait, l'anthropologie aux origines, on va pas faire l'histoire des sciences, mais aux origines était plutôt biologique. Au cours du 19e siècle, elle s'est plutôt éloignée de la biologie, et donc la majorité des anthropologues sont des anthropologues culturels, dont le plus grand exemple francophone dans Cocorico et Françoise Héritier. Ouais. Il y a Lévi-Strauss quand même aussi. Oui, enfin, c'était pour faire une petite parenthèse féministe. Ouais. Je ne peux même plus me tolérer ça. Voilà, donc Napoléon Chagnon, en fait, dans les années 60, à la fin des années 60, je crois qu'il a présenté sa thèse en 64 ou 65. Il revient à l'anthropobiologie biologique, et notamment sa grosse, le cœur de ses travaux, c'est le dynamitage du mythe du bon sauvage. Ouais. Et lui, il travaille en particulier sur Yanomamo ou Yanomami, ça dépendait
Ça dépend des formulations. Donc c'est un peuple d'Indiens des forêts tropicales entre le Brésil, le Venezuela, enfin bref dans cette zone-là. Enfin en gros l'Amazonie quoi. Mm-hmm. Et donc il montre que voilà c'est pas du tout des bons sauvages. Ils se droguent, ils tuent. Ils ont pas du tout une espèce d'écologie intuitive en fait. Ouais. Ils détruisent l'environnement dès qu'ils en ont l'occasion, et surtout en fait le truc qui va le mettre le plus en difficulté et qui va le plus attirer les controverses, c'est qu'il montre que en fait il y a un avantage reproductif aux hommes les plus violents. Mm-hmm. Et ça il le montre avec des comment dire, des preuves justement biologiques, hormonaux, etc. Pendant longtemps, il a travaillé avec un généticien qui confirmait tout ça, même si comment dire, Chagnon a lui-même de très bonnes compétences biologiques. Donc là, voilà, catastrophe, voilà, ça remet en question toutes les croyances, en gros, voilà, néo-rousseauistes, ce que voilà, l'homme naturellement est bon, et c'est la société qui le pervertit. Mm-hmm. Et Chagnon montre que c'est en fait que c'est l'inverse, en fait, que si on considère que les Yanomamo sont l'homme naturel entre guillemets. Le processus est plutôt inverse. La nature c'est atroce, et la culture nous civilise. Mm-hmm. Nous civilise, bon an mal an quoi. Et en fait, donc ces problèmes à Chagnon en fait commencent doucement dans les années 80, au début des années 90, parce qu'il a notamment des problèmes avec des les chrétiens, des évangélistes qui sont sur les mêmes territoires que lui. Mm-hmm. Qui commencent à l'accuser de faire des expériences eugénistes, d'inoculer des vaccins pour voir qui survit ou pas, etc. Donc ça c'est totalement faux. En fait, c'est une cabale assez classique, genre les évangélistes au sortir des églises font circuler des papiers en disant voilà que il est affreux, il fait des expériences eugénistes, etc. Et ça en fait c'est un journaliste qui s'appelle Patrick Tierney qui reprend ça fin des années 90 et début des années 2000 et qui en fait un livre complètement bidon. Donc là pour le coup donc voilà, je renvoie au bouquin de Draeger, et j'avais beaucoup et j'avais complété ça avec un article de Slate publié en 2017 je crois. Mm-hmm. Donc voilà, pour avoir tous les détails, je renvoie à ça, mais en résumé, Tierney accuse Chagnon de choses complètement fausses. Ouais. Chagnon se fait lourder par l'association américaine d'anthropologie. Il est forcé à une démission anticipée en 2003 ou 2002, quelque chose dans le genre. Et Draeger, en fait, avant son bouquin, va enquêter pendant plus de 10 ans. Donc c'est vraiment un travail de titan qu'elle a fait. Elle a repris toutes les notes de bas de page de Tierney. Elle a tout détricoté pour montrer que c'était complètement bidon. Et voilà, en 2010-2011, Chagnon est réhabilité, mais voilà, il a perdu 10 ans de sa vie, 10 ans de sa carrière. Il est complètement, voilà, ça l'a marqué à vie, et on peut le comprendre, quoi. Mmh. Pour parler en fait de quelle importance ce livre a pour moi, on va dire. En fait, moi, j'ai découvert ce livre par les hasards
de la vie. Ouais. Juste après en fait mon passage à Tronchambier. Et donc voilà, j'étais moi aussi à mon petit niveau attaqué en gros par enfin même si je suis pas du tout politique, mais comment dire, je pense plutôt surtout en tout cas pour les questions sociétales, je penche plutôt à gauche, et donc j'étais attaqué voilà par plein de gens qui étaient censés être dans mon camp, quoi, qui me disaient que voilà que j'étais conservatrice, nazie, blablabla. Donc c'est sûr qu'il y a il y a eu un petit moment où je me suis dit bon bah ouais, ils sont tellement nombreux qu'ils ont peut-être raison. Donc voilà, je fais mon examen de conscience. Je me dis bon, c'est vrai que quelques semaines avant, j'avais pleuré pendant 4 jours après l'élection de Trump. À un moment, c'est peut-être que je suis, en fait non, peut-être que je sais pas ce que je suis et que je suis vraiment nazi, quoi. Pleurer de joie. Non, j'ai vraiment été très assez. Non, mais je précise qu'il y a des gens qui vont écouter ça au premier degré, tu vois. Mais bon, on peut pleurer de joie pour l'élection de Trump, ça me dérange pas, mais le fait que c'est pas mon cas. Ouais. Et voilà, donc en découvrant ce livre, en fait, je me suis rendu compte que non, je n'étais pas nazie, mais en fait que j'avais la mauvaise habitude en fait de travailler avec ou sur des chercheurs qui étaient en fait quasiment tous les chercheurs qui sont dans le bouquin de Draeger. Ouais. À un moment donné, j'ai travaillé soit sur ces travaux, soit sur leurs travaux, soit carrément avec eux, quoi. Par exemple, Ray Blanchard, j'ai beaucoup travaillé avec lui et sur ses travaux sur pas tant les transsexuels, mais beaucoup la pédophilie. Parce que Blanchard avait aussi beaucoup travaillé sur la pédophilie. Dans le bouquin, il y a aussi une cabale horrible contre Randy Thornhill et Craig Palmer qui avaient publié un livre et plusieurs études sur les facteurs biologiques du viol et des violences sexuelles. Donc eux, ils ont été menacés de mort. Pendant un temps, ils étaient protégés par la police. Non, mais le truc, c'est que la blague, c'est qu'on parle quand même d'universitaires, quoi. Ouais. C'est comment dire le différentiel entre ce qu'ils ont dû subir et leur c'est pas des, après comment dire, j'allais dire c'est pas des Éric Zemmour, mais le fait est que je ne justifie pas non plus le genre d'attaque qu'il peut avoir sur Éric Zemmour, mais je pense que spontanément on peut se dire bon, c'est un peu plus logique qu'un polémiste. En gros un mec qui fait plus ou moins sa carrière j'ai dit ce qu'il faut pas dire, je suis politiquement incorrect. On peut se dire que c'est un peu plus compréhensible qu'ils se prennent des menaces de mort, même si c'est dans tous les cas c'est pas justifié, ou qu'ils se fassent protéger par la police, etc. Mais là voilà, on parle d'universitaires. Normalement les gens c'est plan machin, quoi. Donc voilà, Randy Thornhill et Craig Palmer, c'était vraiment super violent. Je crois que c'est Craig Palmer, il a fini il a fait une grosse dépression à la suite de ça. Et là il y a, je vais juste citer un passage du livre parce qu'il est très parlant, je dirais. Donc il y a Palmer, donc c'est Draeger qui parle à Palmer, parce que le bouquin de Draeger est aussi construit beaucoup autour d'interviews et voilà. Donc il y a aussi ce côté, elle intègre, c'est aussi le côté très vivant dans son livre, c'est qu'elle se met en scène en train de faire les interviews, elle cite les interviews, c'est vraiment il y a une structure très comment dire, aussi au niveau de la structure, pas littéraire, mais de la comment elle a construit son livre, je dirais pas peut-être un chef-d'œuvre, mais c'est vraiment c'est un très bel objet, quoi. Donc voilà, donc Alice Draeger est en train d'interviewer Palmer, et Palmer parle à voix haute, se demande à voix haute qu'y a-t-il de judicieux et encore moins d'éthique à faire croire à une femme que son apparence n'a aucune importance aux yeux d'un prédateur potentiel, qu'il n'y a pas des moments et des situations où elle n'est pas plus vulnérable qu'à d'autres. Et ensuite il continue, de toute cette histoire j'en ai appris beaucoup sur l'espèce humaine et comment elle peut en arriver au lynchage et au génocide.
Je ne sais pas si je suis content de le savoir. Un de mes collègues m'a demandé si à cause de cette affaire, les médias avaient baissé dans mon estime. Je lui ai répondu non, pas les médias, mais notre espèce, si. Et pour revenir sur Chagnon, en fait, moi, quand j'étais donc je commençais en philo, je me faisais chier comme un rat. Et j'avais pendant un temps, je m'étais dit, je vais faire, comment dire, enfin j'avais un peu analysé mes perspectives de sortie, comment sortir de là et comment un peu profiter de ma formation, que ça soit pas complètement perdu. Et donc voilà, j'étais tombée sur l'anthropologie. Et comme je venais de découvrir les sciences naturelles, etc., pour moi c'était assez logique que je fasse de l'anthropologie biologique. Donc j'avais découvert Chagnon en tant que chercheur, quoi. Et donc là je lui ai écrit parce que c'est une habitude que j'ai pris assez tôt, notamment parce que en tant que journaliste scientifique, enfin bref, comment dire, j'ai commencé à être journaliste scientifique pendant mes études pour payer mes études, donc bref. Donc voilà, le réflexe que j'ai, c'est que quand j'ai un chercheur qui m'intéresse, je lui écris, parce que c'est toujours bien, enfin c'est toujours bien, c'est toujours mieux d'aller aux sources directement. Ouais. Et donc voilà, je le contacte, je lui dis écoutez, je lui raconte un peu ma vie rapidement, je lui fais voilà, j'aimerais faire de l'anthropologie biologique, qu'est-ce qu'il faut faire? Et en gros, je lui disais que faut-il faire pour devenir comme vous, quoi. Et j'étais pas au courant, enfin j'étais au courant que le bouquin de Tierney était sorti, mais j'étais pas du tout au courant de tout ce qu'il avait subi, quoi. Et donc là, Chagnon, donc après m'avoir envoyé les sources que je lui demandais, etc., on s'en fout, m'a dit en gros, t'as vu ce qu'ils m'ont fait à moi, alors que voilà, effectivement je suis un monument, etc. Et toi, vu comment la biologie, enfin vu l'état, la situation en fait de la biologie comportementale en France, toi t'es morte avant d'être née et quitte l'université dès que tu peux, quoi. Et voilà, et que j'aurais plus de chances de travailler sur ces sujets et même de faire passer ces idées en dehors de l'université que dedans, quoi. Et en fait je me suis rappelé, enfin comment dire, je l'avais pas oublié, quoi, mais en fait tout ça m'est revenu. En fait j'ai compris en lisant Draeger, j'ai compris ce qu'il voulait me dire à ce moment-là, quoi. Et donc pour finir, voilà, voilà, le livre fait vraiment froid dans le dos. En plus, on se dit, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a un peu tendance à se dire, c'est la faute des réseaux sociaux, quoi. Genre, c'est les réseaux sociaux. Mais voilà, je veux dire, toutes les cabales qu'elle documente, c'était avant les réseaux sociaux. Ouais, il y a eu, en gros, voilà, c'est entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Effectivement, Internet existait, mais pas les réseaux sociaux. Mais le truc, c'est que ce qu'on se dit, c'est que voilà, des individus qui veulent nuire, nuiront toujours, et même voilà, sans remonter des siècles avant, ça t'en parlera mieux que moi, genre ce que Einstein a subi des physiciens allemands, notamment de Stark et Lennart, qui disaient que c'était la physique théorique, que c'était une science juive, etc., et que ça nuisait à la véritable science allemande, qui était expérimentale, réaliste, etc. Et donc voilà, il y a toujours eu ce genre de cabale. Il faut malheureusement pas croire que ce sont les réseaux sociaux qui ont créé ça, et vraiment là pour finir, en fait, et comment dire, le message en fait de Draeger, c'est vraiment le truc, c'est vraiment de dire que les menaces qui pèsent les scientifiques pèsent au final sur la démocratie, en fait. Et ce qu'elle dit, c'est que même si on est et c'est ce qu'elle est aussi, donc elle le comprend totalement, et elle dit même que c'est bien, en fait. Même si on est un militant de la justice sociale, etc., tu ne peux pas faire sans la science.
Et donc voilà que ces attaques contre la science sont en fait même contre-productives quand tu as des visées en gros de changer le monde dans une direction entre guillemets progressiste quoi. Ok. Première question que je vais te poser. Chagnon t'a dit que il était préférable de quitter l'université pour explorer ces questions-là, la biologie comportementale et ce genre de choses. Il avait raison. Ah ben complètement. Hein. Ouais. Ah mais complètement. Je vois aujourd'hui, je vois en gros les gens qui sont restés, que ce soit en sciences cognitives ou même en biologie. En biologie évolutionnaire, je ne parle même pas de psychologie évolutionnaire parce que j'ai l'impression qu'en France il y en a un peu, mais c'est vraiment très très marginal. Très très marginal. Non, ils me disent, à chaque fois que j'ai l'occasion de raconter cette histoire, on me dit bah oui, il avait raison quoi. Bah oui, en fait, oui, il avait raison. mais comment dire, j'ai l'impression pour le coup. Là, pour faire plus de l'histoire des sciences, j'ai l'impression qu'en fait que c'est un peu la tendance générale quoi, les grands trucs, les grandes révolutions scientifiques, on va dire, se sont faites plutôt en dehors des institutions quoi. Et il y aurait peut-être un truc, je sais pas. Non, j'arrive pas à formuler le truc, mais je pense que c'est pas c'est pas du tout une anomalie en fait que ce genre de phénomène, que le fait que la science avance mieux avec toutes les contraintes qui existent à travailler en dehors des institutions, mais il y a énormément d'exemples dans l'histoire des sciences où les scientifiques en fait ont dû batailler contre c'est même pas la froideur, c'est contre la censure des officiels quoi. Les orthodoxes. Les hétérodoxes contre les orthodoxes. Ouais. J'avais interviewé un chercheur, je crois qu'il est à la retraite, enfin il est émérite maintenant aux États-Unis. Il y a quelques mois, Norbert Francis, je sais pas si... Non, j'ai pas encore écouté celui-là. Voilà, et il raconte une histoire très similaire en fait, mais qui est moins connue, qui est celle d'un gars qui était à la même université que lui, je crois, mais un peu avant, ou en tout cas qui a été un peu plus âgé. Un chercheur qui s'appelle Malotki, Ekehard Malotki, c'est un nom un peu étrange. Et ce gars-là avait beaucoup étudié les Hopi, qui sont aussi un peuple natif américain, quoi. Et alors entre autres choses, il avait à travers ses enquêtes explosé les croyances en une sorte de relativisme linguistique sur la perception du temps, par exemple, tu sais, les thèses purement constructivistes, quoi. Tout à fait. Entre autres choses, voilà. Et donc il y avait aussi eu des accusations très similaires à celles subies par Chagnon, quoi, des accusations complètement inventées d'abus, d'après lesquels il aurait abusé ces sujets de recherche, qui étaient les Hopi, quoi. Donc c'était à l'université Northern Arizona, et il a aussi eu une carrière, une fin de carrière ruinée par ça, quoi. Mais la blague aussi, comment dire, dans ces histoires de cabale aussi, c'est qu'à la même époque de Chagnon, parce que c'est la grosse époque de l'arrivée des anthropologues occidentaux en Amazonie. Il y avait un élève, un Français, un élève de Lévi-Strauss, Liso, je m'en rappelle plus son prénom, et qui lui en fait était vraiment pédophile, c'était vraiment un pédocriminel qui a violé des enfants indiens, etc. Ouais. Et c'est passé complètement à l'as, quoi. On l'a su très tard.
On a su en fait tout ça pour dire que en gros l'ironie tragique de cette histoire, c'est que un mec qui avait rien fait s'est fait accuser de trucs faux et ça a ruiné sa carrière. Et l'autre mec qui était un peu plus dans l'orthodoxie, donc voilà, Lévi-Strauss, super. Voilà le truc super, comment dire, super culturaliste, constructiviste. Non mais ce que je veux dire, c'est que voilà, qui était vraiment dans l'air du temps de l'époque. Il a pu faire ses saloperies tranquillement, voilà, et sa réputation a été entachée. Voilà, à la limite, je sais pas, 2 ans avant sa mort, quoi. Ouais. S'il est d'ailleurs peut-être, il est peut-être encore vivant, mais Enfin bref, voilà, comment dire, les phénomènes sont complètement inversés, quoi, et ça fait partie des trucs qui te pètent la rage, quoi. C'est vrai, cette injustice, enfin c'est le truc. Enfin moi personnellement, c'est un peu le truc, c'est un peu le truc qui me fait bouillir, quoi, les trucs. Voilà, l'injustice, c'est affreux, c'est horrible. Ouais. Est-ce qu'on peut parler un peu plus des recherches sur les transsexuels, les transgenres? Justement, c'est une question que je me pose parfois. Bon, j'ai peu lu sur ces questions, mais bon, je connais un tout petit peu les travaux de Ray Blanchard. Enfin, je sais à peu près ce que ça veut dire autogynéphilie. Mais effectivement, ouais, je me suis posé la question... quel est le meilleur terme, transsexuel, transgenre? Est-ce que les deux sont valides selon spécifiquement la typologie? Les deux sont valides, mais voilà, c'est pas les mêmes réalités. Enfin, c'est pas les mêmes gens, quoi. On parle pas des mêmes gens. Ouais. Est-ce que tu peux détailler un peu? J'aurais vraiment rapidement, parce que pour le coup, j'ai pas révisé ce point-là. Donc les transgenres, donc c'est vraiment une sensation identitaire, on va dire. Ce sont des gens qui se sentent voilà, qui ont même s'il y a des transgenres qui disent que comment dire, que le résumé qu'on fait souvent, genre je me sens X dans un corps de Y, donc voilà, je me sens femme dans un corps d'homme, ou je me sens homme dans un corps de femme, c'est pas bon non plus, mais le fait est que ça s'approche assez bien, ça s'approche assez bien de la réalité. Voilà, ce sont des gens, par exemple, qui très tôt, en fait, souvent manifestent un rejet très très viscéral pour toutes les expressions de genre, en fait. Par exemple, si c'est un transsexuel male to l'inverse, female to male, ce sont des enfants qui sont nés filles mais qui ont un rejet, par exemple, qui ne supportent pas qu'on leur dise de mettre des jupes, par exemple. Et c'est des, comment dire, voilà, c'est des rejets qui sont à la fois très très forts et très précoces. Ça se manifeste, voilà, entre 3, 5, 6 ans, très 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 tôt, bien avant la puberté. Donc ça, voilà, ça, ce sont les transgenres, et les transsexuels, qui sont plutôt, même d'ailleurs à ma connaissance, peut-être que je dis une connerie, mais qui sont exclusivement du côté male to female. Okay. Male to female, voilà. Donc hommes qui deviennent femmes. Donc il y a un sous-groupe, en fait, qui veulent changer de sexe parce qu'ils ont une dimension érotique. Il y a une dimension érotique à ça, une dimension sexuelle à ça. Ça les excite, ça les excite de devenir des femmes. Et ça dans les comportements, c'est par exemple, c'est des gens qui tôt dans leur vie aiment, entre guillemets, se déguiser en femme, quoi. Aiment voilà, mettre des jupes, des bas, des perruques, etc. Mais il y a une dimension sexuelle, il y a une dimension masturbatoire. À ces réalités-là. Donc c'est vraiment assez opposé, en fait. D'un côté on a des gens, des enfants qui font des colères noires quand on leur demande de mettre des jupes, etc. Et de l'autre côté, on a des enfants et des adolescents qui sont très excités
et vraiment littéralement excités, en fait, qui sont excités sexuellement, à adopter en fait les attributs du genre opposé, et ça va quand la transition est complète, ça va jusqu'à un changement de sexe hormonal et chirurgical. Donc voilà, ce sont deux voilà, les transgenres et les transsexuels, on parle pas des mêmes personnes en fait. Et voilà, c'est ce qu'il y a à savoir, je pense. Ouais. Et donc pour les transsexuels, c'est seulement dans le sens male to female. Je crois bien, ouais. À ma connaissance, en tout cas. Mais après, il y a un biais, il y a aussi un biais de recherche dans le sens où l'homosexualité masculine est plus étudiée que la féminine. Et donc, je pense que c'est assez logique que ça se manifeste aussi sur les transsexuels, quoi. Et par contre, pour les transgenres, ça va dans les deux sens. Ouais. C'est ça. Et je me rappelle plus qui a fait ces travaux, mais il y avait des travaux selon lesquels une proportion importante d'enfants ou de préados qui peuvent être diagnostiqués ou qui peuvent se croire transgenres plutôt, je dirais, je devine, en fait se révèlent un peu plus tard, entre guillemets, simplement homosexuels. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de... ça commence là, il y a beaucoup de... il y avait une méta-analyse, non pas une méta-analyse, pardon, une synthèse d'une dizaine d'études qui est sortie il y a 2-3 ans, je dirais, il faudra vérifier plus précisément. Qui faisait la synthèse de toutes les études sur les transgenres et qui montrait qu'une grosse partie en fait des enfants qui se sentaient transgenres, en fait que c'était en fait une passade, et qu'ensuite ils devenaient homosexuels, donc soit lesbiennes pour les filles ou homosexuels pour les garçons. Et ça c'est une grosse, il y a de grosses tensions aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup à la fois de militants et de scientifiques qui militent pour des traitements hormonaux très tôt, des bloqueurs notamment des bloqueurs de puberté très tôt dans l'enfance et dans l'adolescence. Et à l'inverse, il y a des chercheurs et quelques militants, notamment des militants homosexuels, qui disent en gros que c'est la nouvelle, que c'est les nouvelles thérapies de conversion pour les homosexuels, quoi. Et ça aussi, c'est des super grosses cabales. C'est la guerre, quoi. C'est une collision à l'intersection de l'intersectionnalité, ça. Ah, faut pas m'en demander. Ça, c'est le truc qui me fait fondre la tête, donc Ouais. Ok, c'est bien d'avoir clarifié, parce que c'est des sujets qui sont rarement abordés, et d'ailleurs, il me semble que, enfin, tu me diras si je me trompe, enfin, je sais pas si tu as plus de statistiques que moi, mais il me semble qu'il y a je sais pas, quand j'étais encore plus jeune, des fois, c'était rare, mais j'entendais parler de transsexuel, ok. Et par contre, aujourd'hui, le vocabulaire a complètement changé et plus personne n'utilise jamais ce terme-là, c'est uniquement transgenre. Et je devine même que transsexuel serait considéré comme hautement... oui, le transsexuel est considéré, transsexuel est considéré comme une hérésie, quoi. Mais le fait est que non, c'est un terme qui convient pour certaines réalités, quoi. Et c'est aussi un problème, mais là c'est vraiment un problème très général de beaucoup de militants, mais de n'importe quelle cause. C'est l'aveuglement à la diversité comportementale, en fait. Et au sein des militants trans, il y a des militants qui n'arrivent pas à concevoir qu'ils parlent pas, ils parlent pas pour tout le monde, quoi. Et ça, c'est un problème vraiment très 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 profond et transversal, quoi. Qui s'applique à énormément de, même
énormément. Je pense à toutes les sphères militantes, quoi. C'est le côté, c'est se croire représentatif alors qu'on ne l'est pas, quoi. Enfin qu'on l'est pour soi-même, mais et pour les gens les gens qui nous ressemblent, mais en fait, qu'en croyant faire le bien, on occulte beaucoup de variabilité et d'autres personnes qui aimeraient aussi qu'on parle d'eux, quoi. Mhm. Enfin, peut-être pas forcément qu'on parle d'eux, mais qu'au moins qu'on les considère pas comme des ennemis ou des choses qui n'existent pas, quoi. Enfin, typiquement, les autogynéphiles ont droit aussi. Enfin, je veux dire, ils existent, donc le côté non, tu dis pas transsexuel, tu dis transgenre, parce que transsexuel je sais pas quoi, en fait, parce que le truc aussi qui est un peu marrant, enfin qui est un peu ironique, enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est qu'il y a aussi tout un côté très très puritain, en fait, dans tous ces trucs du genre, c'est vraiment un effacement du sexe. Mhm. Il y a vraiment un déni du sexe. Il y a un côté genre comme c'est une dimension érotique, on va pas en parler parce que je ne sais, parce que j'en sais rien, mais c'est assez amusant de voir qu'on en revient à un puritanisme. C'est comme l'hyper, comment dire. Que maintenant on parle beaucoup plus du genre, comment dire, qu'on parle quasiment que du genre et pas du sexe. Voilà, Alors que ce sont deux réalités qui ont leur pertinence sémantique, on va dire, et qu'aujourd'hui on arrive à des trucs. Je sais pas, je voyais. C'est une chercheuse avec laquelle je travaille beaucoup, Claudine Junien, une généticienne et épigénéticienne, qui me montrait des études que maintenant, quand on parle d'animaux, on parle de genre, quoi. Ouais. Genre le genre des rongeurs. Enfin, c'est absurde, quoi. Surtout en anglais, le terme sexe n'est plus utilisé. Ouais. Ça, j'ai remarqué. C'est ça. Ouais. C'est juste gender partout. Je sais pas ce qu'il en est en français, mais de toute façon, les publications sont faites en anglais. Voilà, ça devient. Oui, de toute façon, l'anglais, c'est la langue, c'est l'espéranto de la science. Ouais. Donc tout le monde. Et le truc avec le terme sexe, c'est qu'il y a eu une espèce de convergence des catastrophes, parce que c'est aussi, comment dire, comment formuler ça, c'est clairement, les chercheurs, en fait, ont aussi été un peu obligés de parler de genre et pas de sexe, parce que sinon c'était censuré, soit par les filtres, par les moteurs de recherche, etc. quoi. Il y a aussi cette dimension là, donc c'est assez problématique, comme on dit aujourd'hui. Et un dernier truc sur Draeger que j'ai oublié de dire, c'est que c'est aussi un super livre sur qui est devenu, en fait, le journalisme scientifique. Et voilà, enfin, journalisme scientifique au sens large, enfin, le science writing, comme on dit bien en anglais quand on a un bon accent. Voilà, que Alice Draeger, elle c'est sur la fin, elle dit que, voilà, elle précise que elle a pris 5 ans à temps plein de sa vie pour enquêter et pour écrire ce livre, qu'elle s'est mise en disponibilité, que pendant longtemps elle a dépendu du salaire de son mari qui est médecin. Et en fait, combien aujourd'hui dans l'écosystème journalistique, médiatique aujourd'hui, combien de gens ont la possibilité de faire ça, quoi. Oui. Et parce que le fait est que enfin, c'est comme tout, hein, c'est pour aller dénicher et déconstruire, comme on dit aussi, ce genre de cabale et de polémique et de controverse et tout. Voilà, faut avoir du temps, faut avoir de l'argent et l'énergie, etc., quoi. Ouais. Et le fait est que, inversement, les cabales etc. passent hyper bien, parce que voilà, ce sont des gens, ça pour le coup c'est Bronner qui en parlera mieux, mais c'est des gens super motivés,
qui ont les ressources pour le faire, etc. Et d'un point de vue aussi journalistique, c'est aussi rageant. Enfin, son livre est aussi rageant à ce niveau-là, quoi. C'est le côté ouais, on n'est pas aidé, quoi. Puis il y a aussi c'est facile, quoi, de lancer des accusations. Il n'y a pas besoin de beaucoup de travail et bien sûr, en oui, un c'est ça, tweet ou en un email. Voilà, c'est ça, c'est le différentiel. Voilà, c'est aussi la loi du bullshit. Là, je m'en rappelle plus. J'oublie toujours son nom, ce philosophe italien. C'est un Italien. Ouais, mais j'oublie toujours son nom. Mais il faut 5 ou 10 fois plus d'énergie pour réfuter un truc et pour le dire, quoi. Je trouve que c'était optimiste, même. Je pense aussi, ouais. Voilà. Le sous-titre du bouquin, donc Galileo's Middle Finger, c'est Heretics, Activists and the Search for Justice in Science. Ouais. Qu'est-ce qu'elle est devenue depuis la publication de son livre? Bon, évidemment, il y a eu des réactions, mais au-delà, disons, un peu au-delà de ce livre, est-ce qu'elle a continué à travailler sur d'autres questions ou... j'ai vu, oui, donc elle continue sur les intersexes, etc. Donc comme je te disais, elle a défendu Kester Semenya jusqu'en le dernier article que j'ai vu d'elle, c'était en 2018, donc c'est très récent. Et aujourd'hui, le gros de son travail, en fait, elle a un site de journalisme local et elle défend en fait que voilà que ça je pourrais pas vraiment trop bien m'éterniser dessus, mais elle a une idée qui je pense assez bonne. C'est le côté faut documenter ce qui se passe près de chez toi, en fait, quoi. Et qu'ensuite je sais pas si c'est du ruissellement, je sais pas comment on appelle ça. C'est voilà, donc le gros de son activité aujourd'hui, c'est le retour du journalisme local et elle continue en fait à parler de genre de lanceurs d'alerte, de gens qui se font ostraciser, etc. Mais dans sa région, quoi. Mais ça doit être à côté de je dis peut-être que je dis des conneries, mais ça doit être vers le Michigan, parce que c'est il y a pas longtemps j'ai vu qu'elle parlait d'un type qui avait une histoire de pollution comme ça dans l'eau, et elle parlait de Flint aussi, donc c'est ça que je me suis dit que ça devait être près dans cette région là, quoi. Okay. Et ça aussi, ça a vérifié. Ouais. Ok. Mais elle n'a pas écrit d'autres livres depuis? Non, à ma connaissance, non. Elle a ouvert ce site qui s'appelle, je vais te dire ça, dans East Lansing Info. Ouais, Lansing, c'est dans le Michigan de mémoire. Ok, voilà, d'accord. Ok. Voilà, et donc aussi, elle travaille pour sauver le journalisme local, que ça soit autour de chez elle ou en Amérique en général. Ok. Est-ce que on a oublié de parler de quelque chose, Peggy? À ma connaissance, non. Ouais, d'accord. À ma connaissance, non plus. Il y avait peut-être, j'ai juste cité, on va peut-être le mettre en lien sous le podcast. Il y avait une super recension du livre qui a été fait par Robert King. Et qui bref, je te l'enverrai pour le mettre en lien. C'est dans Evolution, Mind and Behavior, et il dit que la science ne peut pas fonctionner dans un environnement aussi constamment sous pression. Ok. Mais écoute, merci Peggy. Pas de rien. D'avoir déjà accepté l'invitation récurrente, quoi, à venir pour ce nouveau format biblio. À bientôt alors. À plus, salut. Salut Peggy. Merci d'avoir écouté Liberté Académique. Nous sommes un podcast science, esprit critique et liberté. Nous interviewons des chercheurs, enseignants et auteurs ayant des idées intéressantes et qui défendent la pensée libre, rationnelle et empirique. Nous luttons à notre niveau contre un certain anti-intellectualisme d'une partie de la classe intellectuelle. Nos interviews se font en français ou en anglais. Vous pouvez
pouvez retrouver tous les épisodes de Liberté Académique sur YouTube et sur SoundCloud, ainsi que sur les principales plateformes de podcasting comme iTunes, Stitcher et plusieurs autres encore. Liberté Académique est également présent sur Twitter @acadfreedom et sur Facebook.